Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé sur le cours sur la pharmacologie du système rénine-angiotensin. Alors c'est un système qui joue un rôle très important en cardiologie parce qu'il participe à la régulation de la pression artérielle sur le long et moyen terme en agissant sur la volémie, qui est le volume du sang dans le corps. Et en fait en activant ce système, on augmente la volémie, donc la pression artérielle. Donc comment ça fonctionne? En gros ça commence par la rénine qui est libérée par le rein. Et la rénine, elle agit sur l'angiotensinogène, qui est fabriqué par le foie. Et on obtient alors l'angiotensine 1, qui est toujours inactive, et il va nous falloir l'intervention de l'enzyme de conversion qu'on retrouve sur la paroi vasculaire pour obtenir l'angiotensine 2, qui elle agit sur les récepteurs AT1 et AT2. Alors les AT2, on va les laisser de côté parce qu'on ne connaît pas trop le rôle, et on va se concentrer sur les récepteurs AT1. Donc les récepteurs AT1, on les retrouve à différents niveaux dans l'organisme et l'effet sera différent selon le site d'action. Donc on retrouve des AT1 au niveau des muscles lisses des vaisseaux et dans ce cas on observe une vasoconstriction quand l'angiotensine 2 se fixe. Donc il y aura une augmentation de la résistance et de la tension. On retrouve aussi des AT1 au niveau du système nerveux sympathique et du coup il y aura une augmentation de la tension artérielle, c'est fixation de l'angiotensine 2. Il faut aussi savoir que les AT1, quand il y a fixation d'angiotensine 2, ils peuvent induire la sécrétion de la vasopressine, donc qui est l'hormone antidiurétique, ou qu'on appelle ADH, qui permet de diminuer la diurèse, donc qui agit, elle, au niveau du rein. Donc je ne vais pas revenir en détail sur la structure du rein, c'est de la physiologie, mais je rappelle vite fait que, donc, au niveau du néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein, on a le sang qui arrive par une artère afférente au niveau du glomérule. Il y a l'urine primitive qui se forme et qui emprunte le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et le tube collecteur. Et donc l'ADH, elle va agir au niveau du tube collecteur, elle va permettre de retenir l'eau qui va être absorbée donc au niveau du tube collecteur et ça va augmenter la volémie. On a aussi des récepteurs AT1 au niveau du rein. Donc là on peut agir sur le rein directement sans passer par l'ADH. Et donc ces récepteurs AT1 ils vont entraîner une réabsorption de sodium au niveau du tube contourné proximal et au niveau de la branche ascendante de Henle. Et avec ce mouvement de sodium, il y a aussi un mouvement d'eau qui l'accompagne, c'est donc la régulation hydrosodée. On a aussi des récepteurs AT1 au niveau des glandes surrénales, plus précisément au niveau des corticosurrénales qui vont alors commencer à sécréter de l'aldostérone, qui est une hormone qui va agir au niveau du tube contourné distal, avec aussi donc, une réabsorption de sodium et donc l'eau qui va avec, et une sécrétion de potassium. Il faut aussi savoir, et là c'est très important, que les récepteurs AT1 jouent aussi un rôle de rétrocontrôle négatif, puisqu'il y en a aussi dans l'appareil juxtaglomérulaire, qui a des récepteurs AT1, et quand ils sont activés, en gros ça inhibe la libération de la rénine, qui je le rappelle, elle permet elle-même la synthèse de l'angiotensine 2 à terme. Et faut aussi retenir qu'on a aussi des AT1 sur le cœur. Et donc la fixation de l'angiotensine 2 elle entraîne un épaississement des parois cardiaques et donc une hypertrophie du cœur. Donc là on va parler maintenant des médicaments qu'on utilise pour influer sur ce système. Donc en gros on a deux familles de médicaments qui peuvent agir sur ce système. On a les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, qu'on appelle les ARA2. Et en gros, ils empêchent l'angiotensine 2 de se fixer sur les AT1, et donc ils empêchent les effets qu'on vient de voir. Et on a aussi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qu'on note IEC, qui eux agissent sur l'enzyme de conversion pour empêcher en fait la formation d'angiotensine 2. Alors, ces deux familles n'agissent pas au même niveau donc, dans le système, mais au final, on a quand même globalement le même effet. Donc déjà, de manière formelle, on peut distinguer ces deux familles en observant leur DCI, donc la dénomination commune internationale des principes actifs. Et donc, on a pour les IEC, on a toujours un suffixe pril, et pour les ARA2, on a toujours un suffixe sartan. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas associer ces deux familles dans un même traitement, car on observe des interactions médicamenteuses néfastes, des effets indésirables, sans aucun bénéfice thérapeutique. Et il faut également connaître les différences entre ces deux familles, ce qui va faire que parfois on va privilégier l'un à l'autre. En gros, il y a un effet indésirable qui est fréquent avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est une toux sèche qui survient dans 5 à 20% des cas.
Et c'est surtout ce facteur qui va faire que justement dans ces cas on va plutôt privilégier les ARA2 pour certains patients du coup qui ont ce symptôme quand ils prennent les IEC. Donc en gros ce symptôme il est dû au fait que l'enzyme de conversion elle a d'autres rôles, notamment de transformer la bradykinine en peptide inactif. Ce qui du coup n'aura pas lieu si on consomme des IEC, donc il y a accumulation de la bradykinine et irritation au niveau pulmonaire. Avec les ARA2, donc qui empêchent la fixation de l'angiotensine 2 sur l'AT1, on remarque là par contre une fixation, donc il y a plus d'angiotensine 2 qui va se fixer sur les AT2 et on ne sait pas ce que ça fait. Donc on a encore quelques incertitudes à ce niveau pour les ARA2. Et en plus, les ARA2 empêchent le rétrocontrôle négatif qui est réalisé par les AT1 de l'appareil juxtaglomérulaire, alors qu'on ne le perd pas avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc on a globalement moins d'incertitudes avec les IEC, mais on a quand même cet effet indésirable fréquent, la toux sèche, qui fait que des fois on va privilégier les ARA2. Donc là on va s'intéresser pour la dernière partie aux indications, aux pathologies qui va faire qu'on va utiliser ces familles de médicaments. Donc les indications sont les mêmes pour les deux familles. Donc la plus courante c'est l'hypertension artérielle. Là on va administrer soit des IEC soit des ARA2. Et en gros en agissant sur le système rénine-angiotensine, on diminue la volémie, donc le débit cardiaque. Et en plus, grâce à la vasodilatation qui va arriver, on va diminuer les résistances vasculaires périphériques. Donc on agit sur les deux facteurs qui influent sur la pression artérielle pour la diminuer efficacement. La deuxième indication la plus courante, donc, c'est l'insuffisance cardiaque, où là on ne va pas utiliser tous les IEC et les ARA2, il y en a juste certains qui vont être utilisés, mais dans les deux familles quand même. Et en gros pour cette pathologie, ce qu'on observe c'est que les tissus périphériques sont moins bien irrigués, dont le rein, qui va commencer alors à sécréter de la rénine, et on va commencer à obtenir plus d'angiotensine 2 à terme. Donc la volémie va augmenter, ainsi que la vasoconstriction. Or ces phénomènes augmentent le travail du cœur qui est déjà un peu fatigué. Donc on va bloquer ces stimulations du système rénine-angiotensine grâce aux IEC et aux ARA2. Et enfin la dernière indication, c'est la néphropathie glomérulaire. Donc là encore, certains IEC et ARA2 seulement peuvent être utilisés. Donc le problème là est au niveau du glomérule. Il s'agit d'une complication qu'on observe chez les diabétiques et chez les patients qui souffrent d'hypertension artérielle. On va trouver des protéines dans les urines, donc micro ou macroprotéinuries, selon la quantité de protéines qu'on trouve dans les urines. Et ça c'est anormal puisque normalement les protéines sont trop grandes pour passer le filtre du glomérule. Donc l'angiotensine 2, on sait qu'elle induit des vasoconstrictions et elle en induit aussi bien dans l'artériole afférente qu'efférente. Et quand on va traiter avec nos IEC ou nos ARA2, il y aura une dilatation de ces artérioles. Et c'est surtout le diamètre de l'artériole efférente qui va augmenter. Et au final, ça va faire que la pression dans le glomérule va diminuer. Donc les protéines vont moins traverser le filtre qu'est le glomérule rénal. Et donc voilà, c'était tout pour ce cours. Alors bien sûr, cette vidéo ne remplace pas la diapo et le cours du prof. Donc je vous encourage à aller la réviser. Et voilà, c'est tout.